Donc tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir choisi, moi plutôt que Gabriel, dans la salle d'à côté. Et je sais de quoi je parle parce que j'avais vraiment très envie d'assister à sa conférence aussi. Malheureusement, ça ne pourra pas être le cas. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler ensemble de création de plugins sur WordPress assistés par l'IA. Alors plus qu'assistés, puisque au final, le but du jeu ici, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit l'IA qui nous fasse tout de A à Z. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'IA L'IA, mais quel mot magnifique. On va essayer de voir ensemble, très succinctement. Donc, je ne connais pas le niveau de chacun d'entre vous. Il va y avoir des experts, il va y avoir des plus novices ou autres. Donc, je vais essayer de rester assez général. Vous allez le voir de toute façon dans les exemples que j'ai pris. On y reviendra après. Je vais essayer de rester sur un niveau, on va dire, débutant en quelque sorte, parce qu'il y aura quand même toujours des choses à apprendre ou à réapprendre ou à voir autrement. Donc, on va commencer par moi. J'ai déjà été présenté, donc je suis le dirigeant d'une agence web, Digital Rhapsody. Je suis dans le milieu du dev et du SEO depuis 2008 maintenant, donc ça commence à monter. Je me suis spécialisé dans le dev sur mesure sur WordPress parce qu'en tant que dev, j'ai appris d'abord à détester WordPress et puis j'ai appris à aimer et à apprécier WordPress. Et puis plus je l'appréciais, plus j'ai appris aussi à le détester et ainsi de suite. Mais donc voilà, je suis aussi le co-créateur d'un event qui est basé sur le search sur Toulouse qui s'appelle le SD Day. Je suis formateur en SEO, en web marketing, un petit peu sur tout ça, sur des trucs clean, sur des trucs un peu moins clean, et collectionneur de vieilles consoles. Donc si vous avez des vieilles consoles dont vous ne savez pas quoi faire ou autre, on pourra en discuter, mais après. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Qu'est-ce que l'IA? Comment ça marche? Très succinctement, hein, on ne va pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le but de cette conf. Pourquoi se faire aider par l'IA? Et ensuite, comment créer un plugin VP avec de l'IA, avec quelques exemples. Tout à la fin, je vous donnerai aussi le lien d'un GitHub où j'ai posté deux des extensions. Donc comme ça, vous avez le code en libre accès et libre à vous ensuite de les réutiliser, de vous en inspirer, de regarder, vous en faites ce que vous voulez. Également, quoi d'autre? Si on a un petit peu de temps, en fonction de si je parle trop vite ou pas, en fonction du stress, on pourra regarder en live ensemble comment fonctionnent les deux plugins que j'ai créés pour cette conférence-là. À la base, je ne les ai pas créés pour cette conférence, mais je les ai fait en même temps parce qu'ils me servaient. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'IA et comment ça fonctionne? Donc j'ai demandé à ChatGPT directement qu'il me fasse une définition qui soit compréhensible par un enfant de 10 ans environ. Et du coup, ChatGPT m'a répondu que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quand on apprend à un ordinateur à réfléchir, à comprendre et à faire des choses intelligentes. Plus simplement, ce n'est pas une vraie intelligence, on essaye de faire passer pour de la réflexion maligne. À mes yeux, l'IA, un petit peu comme au tout début de WordPress, j'ai fait mon vieux réac, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je fais mon vieux réac. Je me dis « Ah non, c'est nul, bla ». Malheureusement, ça fait partie de notre vie, c'est de plus en plus prépondérant dans notre monde et il faut faire avec. Et du coup, plutôt que d'être contre la marée, autant ramer dans le sens du courant. Et je me suis rendu compte qu'au final, l'IA, c'est un petit peu comme un stagiaire, mais un stagiaire avec une connaissance ultra étendue. Le problème, si vous avez déjà eu des stagiaires à gérer ou autre, un stagiaire, si on ne lui dit pas comment bien faire la chose, et il la fera mal. De base, parce qu'il a beau avoir les connaissances, il faut lui donner un cadre, il faut lui donner une direction à suivre. Et en fait, c'est un petit peu ça l'IA, à mes yeux. Donc, l'exemple tout simple, raconte-moi une histoire avec un dragon qui mange des bonbons. Une IA, elle ne sait pas ce que c'est un dragon ou autre, ça reste un ordinateur. Mais pour le coup,
elle connaît le mot dragon, elle a déjà lu, ou en tout cas on l'a déjà, comment dire, éduqué avec des histoires qui pouvaient parler de dragon, et du coup elle va savoir que le mot dragon, dedans, raconte-moi une histoire ça commence par il était une fois, et il va pouvoir compléter en fait son texte en mettant le mot dragon dedans et raconter cette histoire-là. Donc il va apprendre, enfin il va essayer de construire par rapport à tout ce qu'il a appris, et donc de mettre les mots à la suite les uns des autres de la manière la plus logique avec des pondérations. Bon, mais ça va être un petit peu la même chose pour nous, pour le code. À la base, il ne savait pas coder, mais à force de voir des extraits de code dans différents langages, il a appris que la plupart du temps, si on lui demandait je veux que ça fasse soit ça, lui, ce truc-là, c'est avec des if, else ou des choses comme ça. Et donc il apprend comme ça, et au fur et à mesure, il devient de plus en plus pertinent. Pourquoi se faire aider par l'IA? Tout simplement, déjà pour gagner du temps. Ça, c'est le facteur clé. Alors, gagner du temps, normalement, on en gagne, mais il y a des fois où on en perd aussi. Mais ça, on y reviendra plus tard. Revenons à nos exemples de plugins. Pour créer un plugin, on commence toujours par une entête PHP qui va définir le nom du plugin, le nom du repository, les URL ou autres. On va avoir ce fichier principal avec ce header. On va avoir peut-être des hooks, des filtres, des action hooks, des filter hooks ou des choses comme ça. Le but de se faire aider par l'IA, c'est qu'elle écrive à notre place. Le premier document HTML que vous avez écrit, je suis sûr que vous allez, même si on le connaît par cœur, on a toujours tendance à se dire est-ce que j'ai pas fait une faute de frappe ou autre. On va essayer de copier-coller en quelque sorte les premières lignes, donc les balises HTML pour commencer à écrire. Et au final, on fait tout ça. Ça serait bien d'avoir un template qui est déjà préparé, même s'il est vierge. Le but de l'IA, ici, ça va être de faire la même chose. Ça va être de nous préparer le terrain, de nous préparer ces fichiers pour qu'ils puissent être remplis plus facilement. Du coup, l'avantage, c'est que tu n'as plus besoin de réécrire les mêmes fonctions, les mêmes entêtes, toujours et encore et toujours, on va dire. Donc, tu as à chaque projet, ça va te créer ton squelette, ça va te préparer les shortcodes, même s'ils ne sont pas complets. Ça va même t'écrire les commentaires. Donc, ça, c'est un plus, surtout si vous débutez dans le dev sur WordPress, ou même que vous êtes plus débutant, mais que vous êtes encore un petit peu junior. Ça t'écrit et ça t'explique. Donc ça, c'est pas mal. Dans un deuxième temps, ça va faire ce qu'on appelle du pair programming, avec l'accent anglais. Ça va te proposer des solutions. Ça va t'aider à débugger, à te faire gagner en vitesse, en autonomie et à comprendre des concepts liés, ici à WordPress, puisqu'on va lui donner le contexte pour. Mais l'IA va aussi pouvoir relire ton code, t'aider à le corriger et t'aider à le sécuriser par la suite. On le verra aussi. Se faire aider par l'IA, on a parlé de ça nous permet de gagner du temps, mais qui dit gagner du temps, c'est dit aussi nous aider à gagner en productivité. Tout simplement, en reprenant les mêmes choses, tu vas pouvoir brainstormer avec l'IA. Je me suis retrouvé des fois avec suite à discussion justement avec l'IA par rapport à des plugins que j'étais en train de construire, ou même des codes, plus en JavaScript ou autre. Et l'IA me dit, serait-il pas intéressant de rajouter ça ou de revoir la fonction que tu es en train de faire, mais de la revoir de telle façon? Ah ouais, c'est pas bête ça, parce que j'avais pas vu. Souvent, on est trop main focus sur notre problématique, et c'est pas qu'on s'obscurcit notre vision, mais on réduit notre champ de vision. Et l'IA nous permet de reprendre un petit peu de recul et de penser hors de la boîte et d'avoir une vision un petit peu plus objective. Donc ça va grandement nous aider. Et l'autre avantage, c'est qu'on reste plus ancré sur l'objectif fonctionnel. Donc, pour faire simple, on va passer du comment faire ça à voilà ce que je veux. Donc, on va gagner du temps là aussi sur les syntaxes. Je pense que ceux qui sont dev, c'est déjà arrivé à maintes reprises de punaise, je me souviens plus sur la syntaxe de cette fonction, qu'est-ce qu'il faut comme argument, lequel je dois mettre en premier, qu'est-ce qu'il attend, est-ce qu'il attend un int, est-ce qu'il attend un float, est-ce qu'il attend un texte ou des choses comme ça.
l'IA va pouvoir, en quelque sorte, être un appui. Avant, on utilisait les documentations, que ce soit WordPress ou PHP ou autre. Là, l'IA va servir en quelque sorte de support pour le faire sans que tu aies à aller le chercher dans un autre onglet ou autre. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Du coup, créer un plugin WordPress avec de l'IA. Ici, il faut te mettre en posture de chef de projet. C'est toi le chef de projet, tu vas donner des ordres à ton IA, à ton stagiaire survitaminé. C'est toi qui orchestre, c'est toi qui pilote. L'IA, c'est ton stagiaire, tu ne lui donnes pas un cadre, des besoins précis. Vraiment, attention. Donc, on va le voir en suivant. Je vais vous montrer dans les deux exemples pour mieux la dompter ou en tout cas la cadrer. Dans les astuces, utiliser un vocabulaire qui soit le plus adapté possible. Alors, quand on débute, malheureusement, le vocabulaire, on ne l'a pas, mais au fur et à mesure que vous allez développer en vous faisant aider ou en vous faisant, en ayant l'IA comme support, vous allez pouvoir gagner et enrichir votre vocabulaire technique qui va vous permettre d'être plus efficace là aussi. Du coup, 3 étapes. Il faut avoir une idée précise de ce que l'on veut. C'est très bien de se dire « ouais, je vais développer un plugin WordPress ». J'ai eu un client un jour qui m'a dit « je veux développer une sorte de Jarvis comme Iron Man ». J'ai fait « ouais, c'est très bien, pourquoi faire ?» Je sais pas. J'ai fait « youpi, on n'est pas sorti de l'auberge ». Donc, ayez une idée précise de ce que vous allez demander à l'IA. Elle ne réfléchira pas à votre place. Demandez-lui simplement directement, que ce soit de ChatGPT ou n'importe quelle IA, aide-moi à créer un plugin, et elle va te donner des idées. Des fois, c'est un peu bas de plafond, on va dire. Une fois que tu as une idée précise, il faut que tu segmentes ta demande. Ça ne sert à rien de lui donner une idée trop complète de ce que tu veux. Commence par une base simple et saine. Pensez un petit peu à l'américaine. Google, au début, c'était un moteur de recherche, et puis il s'est étoffé petit à petit, il a grossi, mais il s'est adapté en quelque sorte à son public, à ses problématiques en fonction du temps. Faites la même chose ici. N'essayez pas de sortir quelque chose de trop gros parce que vous allez vous empêtrer vraiment et ça va faire du n'importe quoi. Commencez par quelque chose de petit et agrémentez. Un petit peu comme WordPress. Vous avez un cœur WordPress et en fonction de vos besoins, vous allez poser un plugin X pour une problématique X et ainsi de suite. Un petit peu comme des Lego. Essayez de commencer simple et on agrandit. Avec l'IA, ça va être la même chose, mais au niveau de la conceptualisation de votre idée. Vous segmentez et vous allez du plus essentiel au plus, on va dire, accessoire par la suite. Donc démarrer d'une demande simple, on teste et on agrémente après. Ne faites jamais confiance à l'IA, c'est pas parce que tout paraît beau et tout paraît reluisant. Testez en continu, ne lui faites jamais confiance. Je vous le montrerai dans les exemples, je ne pourrais pas vous le montrer dans les exemples après, mais dans les codes sources que j'ai fait, entre une version 1 et une version 1.1, il m'avait changé tous les noms de tables parce que il y avait du coup ça enregistrait dans la base de données. Il y a pris l'idée de me changer tous les noms des tables de base de données. Donc autant vous dire que ça a commencé à me faire grincer des dents, mais toujours pareil, c'est moi qui n'étais plus assez précis dans mes demandes. Donc soyez précis, soyez concis dans vos demandes, soyez conscient du vocabulaire que vous utilisez, j'y insiste vraiment dessus. Le vocabulaire va être hyper important parce que ça va vraiment cadrer l'IA encore plus, parce qu'un mot n'en vaut pas un autre, sinon ça s'appelle des synonymes, mais il y a toujours des variations. Et ayez une idée de ce que vous attendez en sortie, comme ça vous allez pouvoir aussi réajuster l'IA. Si vous êtes débutant ou junior, l'IA vous permettra d'apprendre et de comprendre, ça on l'a déjà dit. Plus vous les utiliserez et plus vous connaîtrez WordPress, alors pour l'exemple de WordPress, et vous saurez aussi comment s'utilisent des plugins, à quoi ils servent, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, si c'est du front, si c'est du back, ainsi de suite. Et ça vous donnera aussi des pistes pour progresser. L'IA m'a permis, il y avait un truc que je ne faisais plus assez,
C'était de la veille dans la partie cybersécurité, de sécuriser ses codes. J'avais pris de très mauvais plis en tant que dev, et l'IA m'a un peu cinglé, et elle est devenue un petit peu mon chef de projet en me disant là, il va falloir sécuriser. On en parlera aussi. Et elle m'a réalerté en quelque sorte sur mon manque de veille sur la sécurisation du code WordPress. Chose hyper importante. Donc, quelques exemples. Le premier, c'est un plugin de scrap de prospect. Tout simplement, j'avais besoin de faire de la prospection, et comme à la base je suis SEO, je vais essayer d'aller grappiller à droite à gauche sur Google et autres, et d'aller scraper, récupérer, siphonner de la data pour faire le plus simple. Donc voilà à quoi il ressemble à la fin. Ici, c'est full IA, je n'ai pas touché une ligne de code, j'ai vraiment pris le parti de faire en sorte que ce soit l'IA qui me fasse tout. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc, on a alors c'est un plugin qui est vraiment quasi dédié que au back-office. Hein. Le but du jeu ici, c'était d'avoir une interface simple qui me permette de collecter des prospects avec les noms, les formes juridiques, si c'était de l'auto-entreprise, si c'était de la SAS, SARL, les villes, le type de métier. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que c'est. Au final, il suffit de lui donner le but de ce scrapper. Ici, pour moi, je voulais aller démarcher des gens qui avaient un site web qui avait été fait par Local ou SoLocal ou autre. Vous savez, les sortes de sites qui font payer 200 € par mois, et à la fin de l'année, le site il appartient pas au client, et s'il veut continuer à utiliser ce site, il est obligé de repartir pour un an et de repayer quasiment 2400 balles par an pour garder son site. C'est souvent des gens qui, une fois qu'ils arrivent sur le bout du contrat, ils se sont dit punaise, j'ai dépensé 5000 € et j'ai un site qui ne m'appartient pas, je suis saucissonné avec Local ou SoLocal. Alors, j'ai rien contre Local ou SoLocal, ils proposent un service à des gens qui ont un besoin rapide et un peu plus diffus. Moi, un site à 200 € ou autre, je ne vais pas vivre. Eux, ils ont les épaules assez solides pour demander juste 200 €. Mais voilà, mais du coup je me suis dit, et si j'allais manger un petit peu dans leur gamelle, j'ai été me récupérer des prospects dans le BTP chez Local et SoLocal. Donc ce que j'ai fait initialement, j'ai tapé ce qu'on appelle sur Google une footprint pour être sûr d'avoir un listing des gens du métier que je cherchais. Mais qui avait un site sur SoLocal. Donc ce qu'on appelle une footprint, c'est simple, c'est le petit mot en bas créé par solocal.fr. Ça, on le tape dans Google et on met par exemple peintre en bâtiment ou juste peintre ou couvreur avec ce mot créé par solocal.fr, et poum, on a la liste de tous les sites. Google va nous sortir une liste et il n'y a plus qu'à aller scraper tous les résultats. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc me créer le fichier, donc avec des systèmes d'automatisation encore, récupérer tout ça, et ensuite le but c'était d'aller à la main regarder le nom, prénom, le numéro de téléphone. Et je me suis dit non mais là c'est impossible, là il faut que je l'automatise. IA, WordPress, crée-moi une base de données où je puisse aller scraper tout ça. Donc on va aller un petit peu plus loin. Hein. J'ai une liste d'URL qui ont tout en commun le squelette HTML suivant. Je lui ai donné donc là je ne vous l'ai pas mis pour ne pas prendre trop de place, mais je lui ai donné directement le squelette HTML d'une page de mention légale fait par SoLocal, parce que dedans il y a toutes les informations qui m'intéressaient pour mon client. Et je veux donc raison sociale, forme juridique, blablabla, et retourne sous forme de variable que je pourrais ensuite stocker en base de données. Peux-tu m'aider à créer la partie scrap de ce script? Oui, bien sûr. Brrr, il m'a déroulé le script en PHP natif. Donc voici le script, blablabla. Il me donne les fonctionnalités. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non? C'est passé ou pas? Voilà les explications du code, de ce qu'il m'avait fait. Il me donne les explications simples, mais vous allez voir qu'en fait, il peut être plus étendu. On peut lui demander des explications un petit peu plus poussées. J'aimerais maintenant créer sur WordPress un plugin pour le back-office.
Le but de ce plugin est de créer un custom post type. Alors vraiment, là, je rentre dans le dur, c'est-à-dire que je vais lui donner un vocabulaire beaucoup plus précis pour qu'il ne me fasse pas n'importe quoi. Je vous montrerai dans le deuxième exemple que j'ai été beaucoup plus vague et il m'a sorti un petit peu n'importe quoi au début. Donc je lui redonne les trucs et je lui dis je veux que ce soit un custom post type de type professionnel, qu'il ait des taxonomies pour pouvoir filtrer de type forme juridique, de type ville ou des choses comme ça. Et boum, il m'a sorti le code directement que j'ai pris, copié, collé, et il m'a dit fonctionnalité du plugin, création du custom post type prospect, ajout des métadonnées personnalisées, création des taxonomies, forme juridique et ville, interface d'administration, donc celle que je vous ai montrée, code du plugin WordPress, et il m'a tout créé. Donc, comment utiliser le plugin? J'ai maintenant besoin d'avoir une page dans ce plugin dans laquelle je puisse charger une liste d'URL. Une fois la liste d'URL chargée, il faudra exécuter le premier script que je t'ai demandé au tout début de Scrapt afin qu'il me remplisse le post type prospect. Pas de souci, brum, il me l'a fait. J'ai besoin de vérifier le dédoublonnage, mais je lui ai demandé petit à petit, en fait. Et du coup, il m'a rajouté des fonctionnalités. Une fois que je validais avec lui que ce qu'il m'avait fait me convenait et que c'était testé et approuvé, hop, on rajoutait une petite fonctionnalité de plus. Rajoute-moi je me perds les mots. Le dédoublonnage, mise à jour du script, boum, boum, boum. Et voilà, et on a un script à la fin qui ressemble à ça, et avec un bouton exporter les prospects, puisque à la fin, nous ce qu'on veut, que ce soit pour votre service commercial ou pour vous parce que vous voulez faire du phoning ou parce que vous voulez faire de l'emailing ou autre, exporter prospects, vous avez le nom, le prénom, vous avez le type de forme juridique, donc vous pouvez les filtrer si vous ne voulez contacter que les SAS ou SARL parce que les auto-entrepreneurs, le budget sera beaucoup trop serré pour eux, vous pouvez. Vous aurez les adresses mail, vous aurez les numéros de téléphone et du coup vous pourrez personnaliser ensuite votre prospection commerciale. Donc voilà à quoi sert ce plugin. Maintenant, un plugin beaucoup plus simple, et du coup, comme il est beaucoup plus simple, j'ai été beaucoup plus évasif dans mes demandes de prompt, comparé au premier où je lui demandais le custom post type, je lui demandais les taxonomies. Là, j'y suis allé un petit peu YOLO, on va dire. Et pour un truc beaucoup plus simple, je me suis tiré les cheveux vraiment comme pas permis. Donc voilà, David Social Bouton, c'est tout simple, on lui donne un nom, ça c'est juste pour nous, une URL, une image, et du coup on va avoir voilà, ces deux images-là, et on va les retrouver. Le but du jeu, c'est d'avoir des boutons à la fin, enfin des petites icônes, et quand on clique dessus, ça nous renvoie sur un lien en target blanc directement vers les réseaux sociaux, donc rien de fantastique, hein. Le premier était quand même beaucoup plus complet. Bizarrement, le second a été beaucoup plus dur à faire parce que quand je lui ai dit, voilà l'exemple de prompt que j'ai donné. Crée-moi un plugin de partage social, il me faut donc en back-office une page liste des réseaux sociaux. On peut créer plusieurs réseaux. Pour chaque réseau, on lui donnera un nom, une URL, une image. En front, pour chaque poste, je veux que tu m'affiches les réseaux sociaux. Il a commencé à me créer le plugin. La première version, ça allait, c'était pas trop mal, mais c'était un petit peu tarabiscoté. Je lui ai demandé d'y revenir un petit peu dessus, mais dans cet exemple-là, vous avez vu, je n'ai pas utilisé un seul terme technique. Et déjà, rien que là, il a été un peu plus approximatif. Ça reste un stagiaire, il a la connaissance, mais si on ne le cadre pas, il en fera qu'à sa tête. Il faut le cadrer, chose que je n'ai pas fait. Mais dans tous les cas, à la fin, il me crée le code, il commente le code, ça aussi c'est assez important, et il va m'expliquer le code. À chaque fois, il va m'expliquer toutes les lignes qu'il a fait, les fonctionnalités qu'il a utilisées et pourquoi il les a utilisées. Donc ça peut vous permettre de comprendre dans quelle logique, en tout cas, il est parti et vous aider de manière à optimiser votre algorithmie. Et comme je suis un feignant, par contre, je lui ai dit, crée-moi le zip. Et ça, il me crée le zip directement. J'ai juste à cliquer, il me le télécharge et je l'importe dans mon WordPress pour faire les tests directement. Donc ça, pas mal aussi. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin.
je l'ai nettoyé ou autre, parce que du coup, j'étais clairement pas assez précis dans mes demandes. Ce plugin-là, le premier plugin, j'ai mis en tout et pour tout peut-être 3/4 d'heure à le faire. Celui-ci, j'y suis resté 1h30 dessus. Alors que c'est juste l'affichage de 2 boutons de réseaux sociaux. Mais j'ai fait exprès de ne pas être précis avec lui. Il est parti dans tous les sens. Et le recadrer une fois qu'il est parti dans tous les sens, ça a été beaucoup plus dur. Un petit peu comme un animal que l'on dresse, si on n'est pas assez strict avec lui au début, ça va être très dur de revenir en quelque sorte en arrière. Et des fois, et du coup, ça a été le cas de ce plugin. Mais bon, une fois qu'on a réussi et qu'on a réussi à redevenir copain là-dessus, je lui ai demandé d'aller plus loin, c'est-à-dire de me respecter les standards du plugin Check PCP. Le Check PCP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un plugin que WordPress.org vous demande d'installer sur votre site pour tester les plugins que vous allez essayer de mettre en repository sur WordPress, c'est-à-dire donc du coup de le distribuer librement depuis WordPress.org. Donc ce Check PCP, il va vérifier que votre plugin, que vous avez respecté les bonnes pratiques de codage au sein de votre plugin. Donc ça peut être comment ça s'appelle, des préparations pour la base de données, comment vous avez... Pardon ? On va pouvoir passer à quelques questions. Est-ce que tu as encore... Déjà ça fait que 25 minutes ? On est à 30 au total, avec 5 de questions, ouais. Ah, c'est 30 au total, dont 5 de questions. Bon, alors, ok. Juste, donc du coup, le check PCP, ça vous permet de respecter les bonnes pratiques pour l'enregistrement en base de données. Ça permet de sécuriser les données que vous allez mettre pour justement éviter les potentiels hacks. Donc, hop, on les passe là directement. Donc, les unslash, les sanitize, les WP nonce ou les choses comme ça. En résumé, merci beaucoup et vous retrouverez en haut le lien GitHub avec tous les codes. Merci beaucoup. Et désolé pour le petit dépassement, je croyais que c'était 30 minutes plus 5 minutes de questions. Merci, pas de souci. C'est une petite marge pour les questions aussi. Je ne sais pas si plusieurs personnes dans la salle veulent compléter et poser des questions. Ouais, bonjour, je suis Laurent. Je voulais savoir quelle version de ChatGPT tu utilisais, et si tu utilisais la gestion projet sous ChatGPT pour éduquer ton IA. Alors, dans le cadre de... C'est vrai, je n'ai pas eu le temps d'en parler, je voulais le dire juste à la fin. Pour les besoins de ce test, je suis parti de ce qui, à mes yeux, est le moins bon pour faire du code, même s'il reste pertinent, souvent il faut le recadrer. Je suis resté avec ChatGPT en version gratuite. J'ai fait exprès de rester en version gratuite là-dessus et non pas en version payante qui va avoir vraiment où on peut, comme tu dis, l'éduquer. Je suis resté avec, à mes yeux, le plus mauvais et dans sa version la moins fiable. Effectivement, avec un ChatGPT+, on peut réellement... Pardon, je vais me mettre par là parce que j'ai trop le... oui, du coup, je suis resté avec la version la plus basique pour vraiment vous montrer que même avec une version gratuite d'une IA et qui n'est pas, à mes yeux, la meilleure pour faire du code, là-dessus, je trouvais que Claude était vraiment plus pertinent en termes de code. Je le trouvais plus fin dans ses analyses ou autres. Mais du coup, je suis parti pour ces deux plugins. Je les ai fait avec ChatGPT, qui est le plus répandu, celui qui, en tout cas pour les débutants, ils vont aller plus facilement sur du ChatGPT. Ils ne connaissent pas, mais ils ont entendu tous parler de ChatGPT, donc ils y vont dessus. Et bien, même avec ça, si on arrive à la cadrer proprement, il peut nous sortir des petites pépites. Donc voilà, mais j'ai fait exprès de rester en mode full gratuit là-dessus. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que... Oui? Moi j'ai un problème, en gros, souvent Oui, donc je me sers souvent pour créer des plugins, mais ce que je voudrais prévenir, en gros je trouve souvent ça invente des... J'ai souvent le problème qu'ils m'inventent des hooks et des actions et des fils qui n'existent pas.
Donc du coup, je pense que pour les débutants, il faut quand même un petit peu peut-être se méfier parce que, en fait, à chaque fois, je lui demande est-ce que tu es sûr que ce hook il existe, parce que souvent, il m'en invente. D'accord. Alors ce problème, je l'ai pas rencontré. Du coup, parce qu'en fait, je lui dis je veux faire ça pour. Après, c'est peut-être souvent quand il faut venir sur d'autres plugins. Peut-être avec WooCommerce ou des choses comme ça, mais des fois il me dit tu veux faire ça, d'accord, bah utilise ce hook, mais qui n'existe absolument pas. D'accord. Donc, se méfier. D'accord, bah ok, je le note. Mais effectivement, j'ai pas rencontré ce problème parce qu'effectivement, au quotidien, on utilise ChatGPT, mais en version plus, où on lui a refilé au cas où. On parlait tout à l'heure de ChatGPT. Alors en mode plus, il nous permet de lui charger des documents ou autre pour créer une sorte de contexte de bulle où il va être beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent là-dessus. On n'a pas rencontré ce problème-là, alors que justement on s'en est servi à plusieurs reprises justement pour créer des pour agrémenter, on va dire, des fonctionnalités de WooCommerce justement sur un de nos derniers projets. Et on n'a pas rencontré ce problème-là. Peut-être, alors c'est parce qu'aussi j'impose à mon collaborateur de toujours pareil, de poser un cadre ultra strict à ChatGPT et de lui dire je veux que tu fasses ça en partant dans cette direction-là. Je lui laisse plus trop de marge de manœuvre. Je lui demande, après je lui demande des conseils de comment tu verrais ça ou autre, mais je demanderai quand même, parce qu'effectivement, il ne faut jamais faire confiance à de l'IA, mais sur d'autres trucs, il nous a inventé, alors c'était pas du dev, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où il nous inventait quand on lui laissait un petit peu trop libre cours, donc je m'y intéresserai à la partie code, parce que ça m'étonne presque même pas en fait, même si je ne l'ai pas rencontré. Ah, Oui. Une bonne manière justement de donner le périmètre et le contexte à l'IA, à défaut d'inclure tout ce que tu veux, tu peux facilement exclure avec un prompt en finissant par tu as le droit de ne pas savoir et de me le dire, parce que l'IA est programmée pour toujours donner une réponse même si elle n'est pas forcément, il va jamais te contredire, c'est le stagiaire qui est toujours un peu soumis et ok pour répondre même s'il ne sait pas. Et aussi facilement, avec une autre ligne dans le prompt, tu as le droit de me poser des questions si je n'ai pas été assez explicite dans ce que je veux ou précis dans ma demande. Et là, du coup, la puissance de l'IA est d'autant plus décuplée. Il va du coup pas inventer des fonctions, mais dire qu'à ce moment-là, il sèche. Et également reposer une question pour préciser dans sa réponse des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Enfin, je dis tu, mais c'est pour tout le monde qui. Oh oui, bien sûr. Un bon conseil dans la version gratuite, pareil. Dans la version gratuite, ça marche très très bien ça. Ouais, oui, ta proposition est ultra pertinente. Et, en effet, ça me donne déjà des idées, mais hors code pour d'autres besoins. Mais c'est vrai, on ne pense pas à le faire et à lui dire de. Oui, parce que souvent, justement, on est séduit, c'est sexy, il nous contredira jamais. Mais ouais. ça n'a pas toujours. C'est vrai, le coup de si tu ne sais pas faire, tu peux le dire et me proposer des questions, c'est ultra pertinent. Ouais, carrément. Merci beaucoup, David. Je vois qu'il y a d'autres questions, on n'a pas le temps pour tout, mais je vous invite aussi à poursuivre les discussions à l'extérieur. Merci beaucoup.